Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Je suis Bruno Lalonde, atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal le 25 juin 2018. Aujourd'hui, je vous parle d'un personnage extrêmement intéressant que je ne connaissais pas. C'est incroyable la liste des auteurs que je ne connais pas. Et en particulier, toujours dans cette série de la collection Nelson, Jean Écart. A-I-C-A-R-D, Écart. Il est né en 1848 et il est mort en 1821 à Paris. Son père, républicain, Saint-Simonien, on va y revenir, rédacteur dans des journaux d'opposition sous la monarchie de Juillet. Monarchie de Juillet, vous savez, c'est cette période où la monarchie a été rétablie de 1830 à 1848, 1847, 1848. Et son père meurt, il avait 5 ans et sa mère ne l'a pas reconnu. Alors déjà en partant, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. C'est un pur produit de la France républicaine, hein, de l'éducation républicaine. Alors, il a grandi avec des idées d'opposition à la monarchie, ça va de soi. Et donc, son père était Saint-Simonien de Saint-Simon, à ne pas confondre avec le duc de Saint-Simon, le célèbre mémorialiste. Alors, Saint-Simon a été un chantre de la société industrielle. Il croyait qu'il fallait se débarrasser une fois pour toutes de la monarchie et des privilèges de classe, de la noblesse, qu'il fallait faire entrer la France dans la modernité par l'industrialisation. Mais cette industrialisation-là devait être faite par des gens qui étaient dotés de qualités intellectuelles, artistiques et spirituelles. Qu'il fallait une sorte de nouvelle élite. Et cette élite-là, spirituelle, s'appuyait sur ce qu'il a appelé le nouveau christianisme. Mais un christianisme débarrassé de sa structure hiérarchique, un christianisme débarrassé de Rome, en un mot. Un christianisme de base, qui pourrait ressembler à bien des points de vue au protestantisme. Un christianisme de base où chaque être humain est un frère et dont la devise principale est aime les autres comme toi-même. Un christianisme de terrain. Ce qui en fait le père spirituel des catholiques de gauche, cette catégorie de catholiques qui croient à l'engagement politique. Alors donc, il voulait faire entrer la France dans la modernité. C'est assez étonnant de voir comment les idées de ce Saint-Simon-là sont encore présentes dans les esprits. On a l'impression, quand on lit son projet, on a l'impression que nous n'en sommes jamais sortis. Alors, il préconisait un parlement à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est une élaboration de projets, hein, les grandes lignes, mais projets faits par des ingénieurs, des architectes, des écrivains, des philosophes. Et il faut noter ici à quel point, c'est un point important à mon sens, euh, le pouvoir technologique qui est en train de s'établir ne se faisait pas contre l'apport de philosophes ou de poètes, ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Hein. On peut dire que nous n'avons affaire qu'à des techniciens, qu'à des technocrates, qu'à des bureaucrates qui n'envisagent les problèmes que sous l'angle du fonctionnement de la machine et non pas de ce qui pourrait lui donner une impulsion spirituelle ou intellectuelle. Le, le deuxième niveau, eh ben, s'occuperait de l'instruction publique et des fêtes. Alors là, on pourrait dire qu'on y est encore, en tout cas au niveau des fêtes. Et la troisième chambre, le troisième niveau de la chambre, la troisième chambre, en fait, c'est comme ça qu'il appelle ça, eh ben, serait l'exécutif. La, les gens surveiller à ce que les choses se réalisent. Alors, je vous le disais, ce substrat-là, de faire entrer la France dans la société, dans le monde industriel,
eh bien, s'appuyait par une reconnaissance euh, d'autorité spirituelle et s'appuyait sur une forme de le nouveau christianisme, comme je vous le disais. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'il croyait, Saint-Simon, il voulait mettre en place une société où chacun aurait la chance de s'épanouir et où on offrirait au prolétariat des possibilités d'avancement. On, on note aussi dans la doctrine de Saint-Simon la, le travail, la nécessité du travail sur soi et la nécessité d'un travail qui apporte quelque chose à la collectivité. Ce n'est pas le chacun pour soi, là. On travaille sur soi et on travaille également pour apporter quelque chose à la société. On reconnaît beaucoup de choses dans on reconnaît beaucoup de choses qui nous touchent, qui nous interpellent, qui nous rejoignent encore aujourd'hui dans cette manière d'envisager les choses. Alors, pour revenir à notre Écart, ouais. Eh bien, donc, il est né à Paris en 1867. Il fait. Attendez. Donc, oui, non, il est né à Paris en 1840. Non, il n'est pas né à Paris. Il est né dans le sud de la France en 1848. Il est mort en 1921. Et il a fait des études à Mâcon. Et il fréquente Lamartine, de qui il s'éloignera plus tard. Et il a fait le lycée de Nîmes aussi. Et il a fait des études en droit à Aix-en-Provence. Il débarque à Paris, où il fréquente le milieu parnassien, écrit un premier recueil justement à la gloire de Lamartine. Là, on pourrait dire un mot, les Parnassiens. Et c'était qui les Parnassiens? Parce que c'est un groupe de poètes, d'écrivains, qui avaient fait de cette fameuse phrase de Théophile Gautier, l'art pour l'art. Mais ce n'est pas non plus, à proprement, qui refusait évidemment le jeu politique, mais ce n'était pas non plus que des esthètes, parce que eux aussi plaçaient le travail, l'éthique du travail au cœur de leur projet artistique, et refusaient les dictats du romantisme qui plaçaient les humeurs de l'individu au centre de la démarche artistique. Alors, il n'y a rien de diaphane chez eux, il n'y a rien d'évaporé. On est dans une sorte de concret. Alors, Parnasse, c'est une chaîne de montagnes en Grèce où il logerait, entre autres choses, Apollon. Et dans ce massif montagneux du Parnasse, eh bien, dans la mythologie, eh bien, ça serait le lieu des muses, le lieu des poètes. Alors, ils ont choisi de s'inscrire dans la grande tradition hellénique. Alors, ils sont anti-romantiques, comme je vous disais. Ils sont vraiment pas d'accord avec Musset, Lamartine, duquel Écart a pris ses distances, Nerval et Hugo. D'ailleurs, dans le célèbre portrait, ça va peut-être être un peu la confusion, dans le célèbre portrait au coin de la table de Fantin-Latour, eh ben, dans lequel portrait on retrouve Francis Jammes. Non, pas Francis Jammes. Attendez, je me perds dans mes notes. Ah oui, on y retrouve Verlaine et Rimbaud et coin de table, fait en 1872. On y retrouve Rimbaud et Verlaine à un dîner des vilains bonhommes, lequel dîner avait été convié Hugo, et Hugo a refusé d'être peint en compagnie de ce qu'il devait juger un mauvais compagnon. Alors donc, Montparnassien, il s'illustre. Les premiers, pour en revenir aux Parnassiens, les grandes figures sont évidemment Paul Bourget, Anatole France et Villiers de l'Isle-Adam, ceux qui ont été associés au mouvement, Baudelaire, Verlaine et Mallarmé, et ceux qui ont subi l'influence des Parnassiens, évidemment, c'est Rimbaud, Francis Jammes et Paul-Jean Toulet. Paul-Jean Toulet, poète remarquable, à mon sens. Est-ce que c'est sous le soleil de Satan, le soleil de Satan de Bernanos, une incongruité, l'incipit, la première phrase d'ouverture, quoi, elle est de Paul-Jean Toulet.
À ma connaissance, un incipit qui commence par une citation est une chose fort rare. Et évidemment, il faudrait, que je ne l'ai pas fait, puis d'autres avant moi, et puis d'autres beaucoup mieux que je le ferais de toute façon, ont dû réfléchir à quelle était la clé dans l'œuvre de Bernanos, cette ouverture par Toulet. Et notre homme, finalement, il a été admis à l'Académie française en 1909 et il a succédé à cet autre poète dont je vous ai fait mention, le fameux poète des rues de Paris, François Copé. Alors, il a écrit une trentaine de recueils de poésie, une trentaine de romans, une vingtaine de pièces de théâtre et quelques essais, dont le dernier, Comment restaurer la France. Alors là, on retrouve évidemment dans ce désir d'implication-là, parce que c'est curieux, hein, quand on regarde tous les mouvements de l'histoire, une chose en tout cas que moi j'aurais beaucoup appris avec ces auteurs-là oubliés, c'est de voir les grandes familles, les grands mouvements de l'histoire de France, et à quel point le régime politique français est changeant. Et ouais, là on est dans la Ve République, vous le savez. Mais comment ces républiques-là se sont succédées, comment par des coups d'État constitutionnels ou même militaires, il y a eu la restauration, la monarchie réapparue, ou des creux aussi, des creux constitutionnels où l'un ou l'autre des régimes se mettaient en place, comment les philosophes, comment les intellectuels, comment les poètes se situaient par rapport à ça, et comment aussi l'Empire, hein, on l'a vu avec la Deuxième République, un empire s'est mis en place, et comment cet empire-là est semé avec des guerres importantes à travers l'Europe. Et on ne pourrait pas... Il faut tenir compte, de ce fait, c'est que l'actuelle construction de l'Europe, qui au départ a été voulue et planifiée par les Allemands et les Français, c'est un vieux plan. Les Français n'ont jamais renoncé à vouloir exercer un rôle important, effectif et symbolique au sein de l'Europe. Et au début des années 90, la guerre franco-américaine visait à discréditer les Français de cette vocation. Toute l'élite politique, hein, Macron est un parfait exemple de cet intellectuel. Macron est un intellectuel, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Il a un plan. Et il est un parfait exemple de comment les élites intellectuelles, politiques françaises ont adhéré à cet européocentrisme, à cette création de l'Europe, dont les Français seraient les maîtres d'œuvre. Évidemment, l'économique étant ce qu'il est, vous connaissez la suite, c'est en ce moment les Allemands. Les Allemands doivent se débattre et peut-être que les Allemands ont cette capacité-là de résilience, de combativité, mais deux défaites magistrales leur ont imposé une discipline qu'on ne souhaiterait peut-être pas voir appliquée dans nos démocraties libérales. C'est une autre histoire. Mais assurément, si vous regardez maintenant le comportement des Américains, les Américains, assurément, je me répète là, jugent que le maillon fort de cette construction européenne, ce sont les Allemands. Et que c'est eux maintenant qu'il faut attaquer. Alors, l'illustre Morin, c'est celui-ci, le 156e de la collection, je vous résume l'histoire. En fait, c'est la suite. C'est la suite de Morin des Morts. Alors, c'est l'histoire d'un homme libre, d'un braconnier qui est recherché et qui même, un braconnier, donc quelqu'un qui se nourrit illégalement dans les forêts, et son grand rival, un gendarme,
Eh bien, les deux aiment la même femme. Et ce sont les aventures de ça que je vais vous lire à l'instant. Enfin, en fait, je vais vous lire un extrait. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet exemplaire-là? Ben, je vous le montre. Il y a... On voit, la jaquette est là. Bon. Le dos est un peu frotté. Est-ce qu'il est annoté? Il n'y a pas d'annotation. Est-ce que les pages sont cornées? Les pages ne sont pas cornées non plus. Et il a appartenu à... propriété, hein, de Jacques Perron. Alors, je vais essayer de trouver le passage où... bah, tenez, je peux vous lire un ou deux, les chapitres se présentent. C'est assez intéressant. Alors, au chapitre 17... Ah non, c'est pas le chapitre 17. Morin des Morts, Émile de Montesquieu, illustre auteur de l'Esprit des lois. Et tenez, c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller immédiatement. Quand les paresseux chasseurs qui s'étaient refusés à chasser virent au loin Morin revenir, suivi de Madame Labartrie, rayonnante de joie pour avoir tué 2 perdrix, ils étalèrent bien vite les linges blancs sur une litière de feuilles de pin lisses et dorées. Pastouret arrivait de son côté presque en même temps. De tous les carniers sortirent pâtes, thé, conserves diverses, bouteilles et pain tendre. Les petites serviettes furent dépliées. Les timbales trinquèrent avec les gobelets de chêne-liège ou de bois de bruyère. Ici, on reconnaît le souci du détail, le détail juste, précis, qui était au cœur de la démarche des Parnassiens. Les Parnassiens ne voulaient pas les limbes, hein? Ils voulaient l'incarnation, ils voulaient la justesse de ton et de précision. Les Parnassiens étaient sobres, au fond. Hein? On peut très bien comprendre que Mallarmé, qui a poussé encore plus loin ce souci-là du détail, du détail libéré, je dirais, eh bien, a suivi leur pas. Quand tout le monde fut assis en cercle autour de la nappe, messieurs, dit Morin, quel est celui d'entre vous qui, pendant que nous étions encore à 100 pas d'ici, a tiré un coup de fusil? C'est moi, dit le juge d'instruction. Une pie a passé sur ma tête et j'ai tiré. Et mal vous en prie, monsieur. J'admirais, je visais juste à ce moment 2 lapins à la fois dans une melonnière qui est là au fond du creux, près de la Pouzarac, et de sûr je les aurais enfilés tous 2 lorsque votre maladroit coup de fusil a fait un bruit du diable. Les lapins, naturellement, ont fichu le camp. Tout le monde riait. Alors poursuivit Marin qui ouvrit son immense carnier posé à côté de lui. Alors à la place, j'ai pris 2 melons. Il tira de son sac 2 beaux melons bien mûrs et sans doute juteux à point, et les déposant sur la nappe, quand vous les aurez assez vus, j'irai les mettre à rafraîchir dans le puits. Les melons furent flairés par les amateurs. Le procureur du roi de la République impériale regarda d'un air d'intelligence et de reproche son voisin, M. Cabissol. Eh bien, monsieur, souffla-t-il à son oreille, que dites-vous de cela? Et le juge d'instruction acheva durement. C'est le vol, tout simplement. Pouh, fit M. Cabissol en riant. À la chasse en Provence, quand il fait si chaud, un grain ou 2 de raisin, un melon ou 2. Si le propriétaire vous voit, on lui crie « Je prends ça ou ça », il répond « Faites, à votre convenance. » Vous croyez, dirent les magistrats. C'est aussi naturel dans ce pays-ci que de dire à des gens qu'on devine en route pour aller se baigner dans les calanques du voisinage. Eh bien, vous allez voir s'il y a toujours d'eau à la mer. Aussi naturel, répliquèrent à la fois les 2 magistrats sur un ton d'incrédulité. Demandez à M. Morin. Le délicieux Morin n'avait pas perdu un mot de cette conversation.
Ma foi, fit-il, c'est vraiment vrai que j'ai pris ces 2 melons sans croire les voler. La terre me les offrait, le soleil aussi. Je me suis pensé comme ça qu'au dessert, il ferait plaisir à tout le monde, qu'un sanglier, cette nuit, aurait bien pu les ronger jusqu'à l'os. Pas cher. Et puis, en fin de compte, j'aurais dû ne pas vous dire comment je me les suis procurés, et vous en auriez mangé sans remords. Allons, à table, messieurs. J'ai bougrement faim, dit-il pour terminer. Le bain ouvre l'appétit. Eh bien voilà. Hein? Écoutez, je suis pas sûr que je ne le lirai pas. Ah, ce qui est intéressant aussi, ben, vous l'avez compris dès le départ, c'est que notre auteur est d'origine provençale. Alors, le récit est émaillé de patois. Et je vais vous en lire un qui vient de me prendre, que je viens de saisir. Figuruti kakenu kuun dit parisien. Figuruti kakeu kuyun des parisiens. Il met du fumier dans son parc, au pied des pins parasols. C'est comme donner de la confiture à des cochons, ke kuyun, cochon kuyun. Ce dernier mot était celui qui dominait tous les autres parce qu'il était le plus souvent et le plus énergiquement prononcé. Ce mot, à vrai dire, le fond de la langue de l'amour, du provençal, comme Goddam, est le fond de la langue de Shakespeare. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Malgré tout, vous êtes assez peu nombreux dans cette traversée des limbes en compagnie de votre libraire. Mais cependant, je vous invite à aller écouter les vidéos de ma femme, Fabienne Roch. Je vous invite également à vous abonner à sa chaîne. Et si après une telle épreuve, vous avez encore envie de vous abonner à la mienne, eh bien n'hésitez pas. Il y a sans doute quelque chose à tirer de ces histoires-là de la collection d'Indelsun. Mais en attendant, vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, le 2319 rue Bélanger, 514-736-0999. Ça, c'est le numéro. Alors, je vous remercie et bonne journée à tous.